Madame, Monsieur, bonsoir. Les professions libérales face au PLF 2023, c'est le menu de questions d'actu ce soir. La Commission des finances à la Chambre des représentants a adopté à la majorité mercredi soir la première partie de ce PLF. 46 amendements acceptés sur les 210 présentés par la première partie, pour plutôt la première partie. Mais aucun de ces amendements n'a été accepté par les professions libérales. D'ailleurs, l'Ordre des avocats a immédiatement publié un communiqué appelant à un arrêt complet généralisé des activités dans tous les tribunaux du Royaume pour la journée du lundi 14 novembre, parallèlement, ou plutôt à la veille de la réunion de dialogue prévue avec le chef du gouvernement. La question qui fâche est celle de la mise en place d'une retenue de l'impôt sur le revenu à la source sur le chiffre d'affaires. Les acteurs des professions libérales rejettent catégoriquement cette disposition et reprochent à l'État de leur imposer une sorte de prêt forcé. Nous en discutons ce soir avec les principaux concernés. Je commencerai par le représentant de l'Association des barreaux du Maroc et du Conseil de l'Ordre de Rabat. Bonsoir, Maître Omar Benjelloun. Merci de vous joindre à nous. Merci de m'avoir invité. Et pour représenter les fiscalistes et aussi les comptables agréés, Maître Mohamed Yacoubi, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous d'accepter l'invitation de questions d'actu. Représentant l'Ordre des architectes, l'architecte et urbaniste Rachid Boufous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et puis pour représenter également les notaires ce soir, Maître Abdelmajid Bargache, bonsoir. Heureux d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Alors peut-être un peu, pas de pédagogie, mais histoire de commencer le débat avec des faits et expliquer un peu pourquoi autant d'abord de débats autour de cette fiscalité contenue dans ce PLF en ce qui concerne les professions libérales. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'ambiguïté autour de ce texte de loi, Mohamed Yacoubi ? Il faut dire que le système d'imposition selon la retenue à la source existe déjà au Maroc. Donc il est pratiqué en ce qui concerne les salariés et en ce qui concerne les capitaux mobiliers. Et récemment, donc depuis 2 années, il est appliqué également aux revenus fonciers. C'est un système qui existe effectivement, qui a donné ses fruits, mais qui est appliqué à certains types de revenus et à certaines situations. Donc je vais expliquer. Ça veut dire tout simplement, par exemple, si vous prenez la population des salariés, au lieu que l'administration fiscale gère les déclarations de revenus de tous les salariés du Maroc, ce qui est énorme, en termes de coûts de gestion, en termes de suivi, de recouvrement, etc. Elle préfère plutôt aller vers des collecteurs, qui sont les entreprises, dont le nombre est relativement réduit par rapport à la taille de la population des salariés. Et c'est ce qui fait, donc, à travers cette collecte, donc elle a un meilleur rendement, elle réduit le coût, donc elle assure une meilleure efficacité aussi de la collecte de l'impôt. La même chose pour les banques aussi. Les banques servent aussi de collecteurs d'impôts en ce qui concerne les revenus et profits de capitaux mobiliers. Voilà, c'est un mécanisme surtout utilisé partout dans le monde pour la retenue à la source sur les salaires, pour la collecte de l'impôt lié aux revenus des capitaux mobiliers. Il est aussi utilisé pour tout ce qui est versement effectué au profit de contribuables non résidents, donc de personnes non résidentes, ça peut être personnes morales ou personnes physiques. Mais pourquoi est-ce que c'est utilisable ? Est-ce que c'est utilisé, vous avez dit, pour les salaires, mais est-ce que c'est utilisable pour les professions libérales ? C'est utilisable, mais c'est en porte-à-faux par rapport au système déclaratif que l'on a. Nous avons opté depuis plusieurs années pour un système déclaratif au Maroc. C'est un système qui fonctionne très bien, d'autant plus que depuis un certain nombre d'années, le processus de dématérialisation, de digitalisation, donc, connaît un succès sur tous les plans. Et puis cela fonctionne. L'administration utilise, ce système. Les contribuables adhèrent à ce système fiscal qui est déclaratif. L'administration possède, la data, un système d'information qui est performant, qui lui permet de réaliser les recoupements nécessaires, les recoupements liés à l'état des honoraires, liés, aux déclarations TVA. Donc il y a possibilité effectivement d'assurer un suivi adéquat
de la fiscalité à travers ce système auquel déjà adhèrent les gens. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, pourquoi changer un système qui marche déjà et opter pour ce nouveau système de retenue à la source en ce qui concerne les professions libérales? Exactement. En tant que fiscaliste. D'autant plus que ce système, en fait, si En je toute l'analyse sans objectivité. parti pris, En toute objectivité, en sachant que vous aussi, vous exercez une profession libre. Exactement. Libre. Sans parti pris, sans considération corporatiste. Il s'agit d'un système qui peut dissimuler la pression fiscale. Oui. Parce qu'il s'agit en fait d'un prélèvement tel que ça a été proposé au niveau du PLF, c'est un prélèvement de 20% sur le chiffre d'affaires. En fait, ce n'est pas sur le résultat, c'est sur le chiffre d'affaires. Si vous le ramenez au résultat, ça veut dire que vous allez vous retrouver vers une imposition peut-être de 50 à 60% facilement par rapport au résultat. Ce qui est énorme parce qu'il s'agit en fait d'une population composée essentiellement de TPE. Ce sont des cabinets, en fait, des cabinets qui fonctionnent en moyenne à 4-5 salariés. Donc voilà un petit peu la taille moyenne de ces professions libérales, qu'ils soient notaires, experts comptables, comptables agréés, géomètres, topographes, etc. Vous ne pouvez pas les soumettre à un niveau d'imposition aussi élevé. C'est vrai que vous avez le droit d'imputer, vous avez le droit aussi à restitution, mais quoi, vous allez mettre toute la population sur le droit les demandes de restitution. Ce n'est pas l'objectif en fait, du système de collecte dont j'avais parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, vous demandez en fait, à la clientèle des professions libérales de pratiquer la retenue à la source et de la verser à l'État. Oui. C'est un système aussi qui est très difficile à gérer par les impôts. Les impôts, c'est de quelque chose de très important. L'administration fiscale fonctionne avec le système déclaratif et elle s'occupe du contrôle, du recouvrement et n'a pas à gérer en fait un nombre très important de demandes de restitution. Sinon, ça va être un casse-tête aussi pour l'administration. Très bien. Alors, je m'adresse à présent aux représentants des avocats sur ce plateau de questions d'actu, Maître Benjeloun. Alors, Mohamed Yacoubi a évoqué le point déjà d'identifiant fiscal. Comment ça se passe du côté des avocats? Avant qu'on parle du sujet qui fâche, est-ce que tous les avocats sont détenteurs d'un ICE? Avec le gouvernement précédent, il y a eu une amnistie fiscale, ce qui nous a permis de passer de 5 000 avocats déclarés à 9 000 avocats déclarés. Il faudra ne pas éventuellement passer outre le fait que les avocats ne sont pas tous indépendants, exerçant à titre individuel. Il y a bien évidemment des formats d'avocats collaborateurs, d'avocats juniors, donc d'avocats salariés qui sont dans des structures de cabinets qui, elles, sont formées sous le régime de la société civile professionnelle. Si vous me donnez la parole sur justement un commentaire sur le PLF, ce qui nous... Oui, alors ceux qui sont déclarés, ça représente un peu la moitié des avocats exerçant au Maroc. Tout à fait. Donc déjà, pour appliquer ce texte de loi, ça pose déjà problème. Non, ça pose déjà problème en la forme. Sur la forme, voilà. Sur la forme et sur la méthodologie, parce que ce que vous interpellez est une considération technique. Nous, en tant qu'avocats, en tant que détenteurs de mission universelle, nous défendons d'abord la loi et la stabilité légale et juridique de ce pays. Dans ce PLF, par rapport à ces dispositions fiscales, il y a un problème de droit constitutionnel, un problème de théorie fiscale et un amalgame sémantique. On ne sait pas si nous sommes en train de traiter une taxe ou bien un impôt, premièrement. Deuxièmement, comment se fait-il? C'est quoi la différence? La différence, c'est que l'impôt, est justement dans toutes les théories économiques, est prélevé de la création d'une richesse. Comment est-ce que ce gouvernement considère que le fait d'inscrire une requête introductive d'instance est automatiquement créateur de richesse? Cela est faux, ce qui dénote d'une ignorance certaine, d'une méconnaissance certaine de l'exercice de la profession d'avocat. Un avocat dans une province ou dans une région très reculée qui dépose une requête introductive d'instance sur un dossier de type social, je parle de pension alimentaire, de choses concrètes, de licenciement, etc., il va payer 300 dirhams, qui lui dit que le lendemain matin, n'est-il pas destitué, qui lui dit que le lendemain matin, les parties belligérantes ne se sont pas mis d'accord dans le cadre d'une médiation ou bien coutumière, ou bien bon office, etc. Ce qui dénote d'une méconnaissance notoire de la profession d'avocat. Troisièmement, comment est-ce qu'on peut percevoir à ce que le jugement qui octroie une indemnité, à ce que le jugement qui octroie un dédommagement par rapport à une lésion légale, par rapport à une lésion factuelle, on pense que c'est une richesse sur laquelle on va prélever de l'impôt. On pense que c'est une richesse qui devrait être considérée comme une plus-value. Cela est quelque part dangereux, à ce qu'un gouvernement puisse éventuellement considérer
que le jugement d'une pension alimentaire est une richesse. Ce n'est pas une richesse, c'est la réhabilitation d'un droit. Donc dans un gouvernement qui se respecterait, cela ne peut pas être taxé. Donc, en fait, le service social qui est conféré aux médecins, vous estimez qu'il est aussi du recours ou de la responsabilité aussi de l'avocat. Et du médicament, bien évidemment aussi. Parce donc que pour vous, c'est la même chose Absolument. Lorsque vous êtes dans le cadre du serment d'Hippocrate ou dans le cadre du serment d'avocat, vous honorez, avant les intérêts de vos clients, vous honorez une certaine idée du procès équitable. Vous honorez une certaine idée de la justice. Lorsque vous soignez ou lorsque vous accompagnez la maladie d'un patient, au-delà de l'honoraire ou au-delà de l'opération chirurgicale, vous honorez quand même une certaine idée de la santé. Vous honorez une certaine idée de la vie, du droit de la vie, qui est une disposition constitutionnelle selon l'article 10. Donc je pense que, dans le cadre de ce PLF, par rapport à sa relation avec la taxation d'avocats, il y a beaucoup d'infractions à certains paradigmes constitutionnels, légaux, et le gouvernement est censé d'abord, avant de lever l'impôt, censé d'abord défendre l'ordre constitutionnel, ce qu'il n'est pas en train de faire avec ces différentes dispositions. Et maintenant, nous comprenons que suite à la crise sanitaire, qu'il puisse y avoir éventuellement vacances dans les caisses de l'État. Mais mon Dieu, que l'orientation oligarchique et ultralibérale du gouvernement puisse l'orienter vers l'imposition des classes moyennes et des classes populaires, et bien qu'il le fasse avec sa technostructure qui est appelée l'administration fiscale et qu'il ne le fasse pas via la corporation des avocats. Parce que, in fine, qu'est-ce qui va se passer ? Ce ne sont pas les avocats qui sont les seuls concernés. In fine, qu'est-ce qui va se passer ? L'avocat va demander à ce que ces taxes au préalable soient avancé par le client. Donc finalement, l'avocat sera un véhicule de taxation par rapport à la population et ça, les avocats ne peuvent pas l'accepter. Dans les frais de justice, il fera payer ça à son client. Alors les frais de justice, c'est encore autre chose. C'est là où, encore une fois, le service social, qui est peut-être comparable au service d'un médecin, pose un peu problème. Même la taxation, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, quand vous parlez de frais judiciaires, les frais judiciaires sont réglementés par la loi. Il y a déjà le frais judiciaire qui existe. Et merci d'avoir ouvert cette parenthèse, parce que l'un des plus grands contribuables du trésor public du Maroc, ce sont les caisses des tribunaux du royaume. Lorsque vous parlez de la caisse du tribunal... Ce sont les citoyens. Ce sont les citoyens et les caisses, pour parler technique. C'est-à-dire que lorsque vous parlez du tribunal de commerce de Casablanca, lorsque vous parlez du tribunal civil de Casablanca, lorsque vous parlez de la cour d'appel administrative de Rabat, toutes ces juridictions, qui animent tout cela, bien évidemment, ce sont les avocats. Donc vous venez et vous faites une double imposition en redemandant aux avocats d'aller taxer leurs clients en payant 300 dirhams ou bien 400 dirhams. Et puis aussi, il n'y a pas de péréquation entre les différentes régions. Vous pensez que l'avocat au barreau de Teza, c'est l'avocat au barreau d'Agadir ou au barreau de Casablanca ou celui de Rabat, pour que cette taxe ou bien cet impôt soit éventuellement égal par rapport à tous nos confrères? Cela est évidemment injuste. Ça a déjà été soulevé sur les 10 000 dirhams. Ça a été déjà soulevé lors d'un premier débat sur l'amnistie. Absolument. Je laisse peut-être la parole aux autres représentants des professions libérales, si vous le permettez, si Yacoubi. Rachid Boufous, vous représentez aujourd'hui l'Ordre des architectes. Peut-être une réaction d'abord par rapport à ce PLF. Nous avons été surpris, comme l'ensemble de nos confrères des autres ordres professionnels qui régissent les professions organisées, les professions libérales, par rapport à cette disposition fiscale du gouvernement que nous trouvons d'une iniquité extraordinaire, parce qu'elle ne touche qu'un pan de la société, donc producteur d'emplois, producteur aussi de richesses, représentant d'une grande partie des classes moyennes du Maroc, au détriment d'autres classes qui ne sont pas touchées, effectivement. Nous parlons des commerçants, etc., où l'État ne réagit même pas avec la même, disons entre parenthèses, sévérité, parce que si vous vous rappelez, il y a quelques années, l'État a essayé ne serait-ce que d'imposer l'ICE à certains grossistes à Casablanca. Il y a eu des marches et le gouvernement est revenu en arrière. Et donc, au lieu que ce gouvernement fasse preuve d'une certaine ingéniosité pour avoir plus de rentrées fiscales en élargissant l'assiette, justement, et en rentrant dans le secteur formel, tout l'informel qui représente plus de 40% quand même de la richesse du pays, on ne s'attaque pas à ce secteur informel
qui est très important, mais on s'attaque aux professions organisées, comme celle des architectes. Nous comptons quelque chose comme 5000 professionnels, dont 3500 qui sont à titre privé. Nous avons plusieurs niveaux de représentativité dans notre profession. Nous avons des architectes qui exercent à titre individuel, d'autres à titre de société, que ce soit en SARL ou en SNC. Nous avons aussi des architectes qui exercent aussi en SARL à associé unique. Donc, mais toujours est-il que notre métier est un métier qu'aujourd'hui qui est sinistré. Hein. Nous sortons. Parce que non seulement vous savez, sur les 100% de projets architecturaux, il n'y a que 20% qui tombent vraiment dans l'escarcelle de cabinets structurés. Parce que les 80% des projets sont des tout petits projets, hein, des surélévations d'immeubles, des aménagements de commerce, etc., qui correspondent à des petits chiffres d'affaires. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% de projets qui sont réellement, qui sont soumis vraiment à un secteur vraiment structuré, avec, c'est-à-dire avec les promoteurs, avec l'État, etc. Et donc, et même dans ces 20% qui restent, il n'y a à peu près que même pas 10% des architectes qui arrivent à accéder à ce travail qui est justement soumis au Code des marchés publics, parce que l'État aujourd'hui, à travers la refonte du Code des marchés publics, nous sommes soumis à la concurrence. Donc, ce sont des concours d'architectes. Donc, au fait, nous dessinons un projet, nous le soumettons à un concours et nous ne savons même pas si nous l'avons gagné. Nous allons le gagner. Donc, pratiquement les 3/4 des architectes qui soumettent aujourd'hui des projets dans le cadre des concours étatiques ne les obtiennent pas. Donc, ce qui fait qu'ils sortent de l'argent. Donc, ils font des projets et finalement, ils n'ont même pas de résultats en conséquence. Ça pose énormément de sujets et j'espère que durant cette table ronde, on va encore discuter des tenants et des aboutissants de cette réforme fiscale ou ces dispositions fiscales qui vont porter réellement préjudice, non seulement aux architectes, mais à toutes les professions organisées au Maroc. Parce que vous avez dit que, justement, ce PLF ne s'attaque pas à l'informel. Est-ce que, selon beaucoup d'observateurs, et c'est logique un peu, ça risque même d'exaspérer les pratiques informelles dans ces secteurs d'activité? Cela va conduire certainement à faire passer le secteur formel organisé vers l'informel. Et beaucoup de gens qui sont aujourd'hui structurés à cause de cette ineptie fiscale vont essayer soit de frauder, soit de tricher, soit de passer carrément dans le secteur informel en trouvant des solutions, des arrangements illégaux avec leurs donneurs d'ordre, avec leurs clients, pour ne pas payer justement beaucoup de choses et pour ne pas payer cette charge lourde. Parce qu'encore une fois, il faut savoir que cette charge sur le chiffre d'affaires et non sur le résultat, par rapport aux professions libérales, elle va toucher quoi? Elle va toucher d'abord l'investissement de ces cabinets. Parce que ces 20% dans lesquels on intègre tout, c'est-à-dire c'est votre outil de travail qui aujourd'hui qui est taxé en amont, ça va nous empêcher d'investir, d'acheter du consommable, de payer les petits prestataires, parce qu'il faut savoir aussi que notre métier fait appel aussi... Mais il y a une substitution après. Non, attendez, pour la substitution... Sur ces charges-là. Alors, on dit qu'on va ramasser tous les 20% accumulés à la fin de l'année en fonction de notre déclaration, soit on va nous restituer donc les 20%, soit... Or, on sait pertinemment que l'État ne rembourse jamais de l'argent, ne serait-ce qu'en numéraire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le numéraire. C'est pas de prendre les 20% et de les renvoyer sur l'année d'après comme un avaloir de commerce. Alors, d'année en année, ces 20% vont s'accumuler. Notre ami tout à l'heure, expert comptable, l'a dit justement, c'est que si on rapporte ces 20% sur le chiffre d'affaires, encore une fois, et on la rapporte sur le résultat, on va être sur un taux d'imposition incroyable de 50%. Ça va conduire à quoi? Ça va conduire justement à la restriction donc, qui sera faite à ces professions libérales d'investir, de se développer, d'embaucher. Il ne faut pas l'oublier que les secteurs des professions libérales, c'est un secteur qui embauche énormément, donc il ne va plus embaucher, donc il ne va plus investir. Donc il ne faut pas simplement se dire qu'on va prendre les 20% des professions libérales et ça sera réglé. Il faut voir
toute la marche derrière, tous les gens qui sont derrière, tous les prestataires qui sont derrière, qui vont pâtir de cela. Et en plus de cela, est-ce que demain, par exemple, nous, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que quand on va présenter une facture à un client organisé, il va, sur une somme par exemple de 100, il va nous donner 80, il va prendre 20. Mais si moi, je veux, par exemple, payer une prestation, d'accord, chez je ne sais pas, un imprimeur, etc., est-ce que je vais faire la même chose aussi? C'est-à-dire, ce n'est pas expliqué, d'accord? Donc il y a l'ambiguïté que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une forte ambiguïté qui porte réellement préjudice à l'exercice sain et sincère de nos professions qui, encore une fois, non seulement sont organisés, mais ils sont traçables. Vous savez que tous les contrats des architectes, à travers la plateforme Rokhas, qui est aujourd'hui la plateforme numérique, nous sommes dans l'obligation de déposer des contrats signés par l'ordre des architectes. Donc l'administration fiscale a accès à tout ce que nous avons. Et cela, l'administration ne le prend pas en charge. Et ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes déjà taxés à la source sur le chiffre d'affaires avec la cotisation minimale, qu'on soit en architecte à titre privé ou on soit en société, le prélèvement est de 6% pour les architectes qui sont à titre personnel et 0,25% pour les sociétés. Donc déjà, ce prélèvement, il existe. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on est obligé de donner cette cotisation minimale. Aujourd'hui, on va lui rajouter 20% et on va surtout pénaliser l'investissement, on va pénaliser le consommateur, on va pénaliser la bonne marche de ces entreprises et de ces prestataires de services. C'est quand même une hérésie tout cela. Je ne sais pas ce que cherche le gouvernement. Est-ce qu'il cherche à ce que tout le monde, toutes ces professions organisées qui sont le socle de cette nation, sortent dans la rue? C'est ce qu'on cherche. C'est déjà le cas. Les avocats sont sortis. Les avocats vont sortir. Oui. Les architectes, si rien n'est fait aujourd'hui par le gouvernement, vont se solidariser avec les avocats et vont sortir avec toutes les professions parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter cette absence d'équité fiscale et d'équité tout court. Alors, il y a un problème d'équité fiscale. On va certainement y revenir. Et juste entre parenthèses, parce que vous avez parlé de sortie, il y a une journée qui est organisée, un sit-in qui est organisé mardi prochain, n'est-ce pas? Vous confirmez, Mehdi Yacoubi? Ça concerne plusieurs professions libérales, la profession comptable, mais également les médecins, les pharmaciens, dentistes, les kinés, les opticiens, etc. Alors, quel impact sur le client, quel impact final sur le client si les dispositions fiscales contenues dans ce PLF en ce qui concerne les professions libérales sont retenues, en l'occurrence du côté des notaires? Quel impact sur le client, Maître Bargache? D'abord, si vous permettez, merci déjà de m'inviter à cette table ronde. Déjà, une observation d'ordre général, c'est que à travers le monde, les professions libérales constituent un peu les notables d'une société. C'est un peu l'élite d'un pays, et donc ce n'est pas forcément des gens qui sont riches, mais ce sont des gens qui constituent des relais de confiance entre l'État et les citoyens, parce qu'ils ont des missions d'intérêt général. Et ça, l'État doit faire confiance, doit être conscient de cet état de choses. Un notaire qui est un collecteur d'impôts, un avocat, un architecte, un expert comptable, un comptable, ils ont une mission d'intérêt général, et ça, il faut en tenir compte quand on s'adresse à ces professions-là. Là, il ne s'agit pas, en fait, de les appauvrir, parce qu'à travers une pression fiscale qui est très, très lourde, nous, qu'est-ce qu'on va faire? A priori, que je sois notaire ou expert comptable ou avocat, je vais répercuter la charge sur le consommateur qui, à vrai dire, aujourd'hui, il est... C'est pour ça que je parlais d'impact. Vous répondrez justement à cette question. Alors, en gros, l'impact, ça va être que moi, en tant que client, je vais payer 2 fois à l'État donc les 20% de TVA plus les 20% imposés à l'architecte. Je donne un exemple très concret. Je donne un exemple très concret dans ce projet de loi de finances. C'est l'augmentation de la TVA de 10 à 20%. C'est cela. Ce n'est pas le cas des comptables, mais c'est un peu le cas des notaires. J'ai beaucoup apprécié le fait d'adopter le principe de la progressivité. En matière d'IS, en matière d'IR, on s'est dit on va aller à la 35%, mais on va y aller crescendo jusqu'à ce année après année, jusqu'à ce qu'on arrive
à l'objectif SMART tracé par le gouvernement. Mais quand on vient à la TVA passer de 10 à 20% d'un seul coup, on trouve que c'est excessif. Ça va rendre onéreux le coût d'accueil. Déjà, nous sommes pointés par les investisseurs internationaux et on constate qu'un acheteur ou un investisseur de façon générale, il a du mal à payer le coût d'acquisition. On est plus cher aujourd'hui que la France. Si on ajoute en plus la TVA, on la double en fait. On la double, on va rendre tout simplement plus onéreux, excessif le coût d'une opération et donc du coup on va porter atteinte à la libre circulation des biens, qui est quelque chose qui doit être consacré normalement, qui est consacré déjà par la Constitution. Alors ce principe de la progressivité, moi, s'il y a un amendement à présenter dès demain, il va falloir, nous sommes prêts. Nous comprenons en fait qu'aujourd'hui, il faut réduire les taux, parce qu'il y a plusieurs taux de TVA, et qu'il faut qu'il y ait un taux ou deux au grand maximum. Ça, on peut le comprendre. Et on comprend également que nous devrions contribuer dans un État, dans un pays qui traverse une crise inédite suite à la crise Covid, suite à cette guerre mondiale qui passe d'un événement majeur à un autre. Guerre mondiale, non, mais une guerre dont on ressent les effets au niveau mondial. Tout à fait. C'est une guerre mondiale. C'est ça ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, il faut, à mon avis, penser à ce consommateur, à cet investisseur, cet opérateur économique qui ne doit pas, d'une manière ou d'une autre, subir l'impact de cette fiscalité galopante. Deuxième chose, c'est que ce qui arrive à travers cette loi de finances, c'est que ça consacre un constat. C'est que les lois de finances sont toujours volatiles, il y a un manque de visibilité et de lisibilité. Or, une règle de droit, et ça, Maître Medjeloun va l'affirmer, il doit avoir cette caractéristique, cette vertu de la visibilité, de la lisibilité. Or, aujourd'hui, d'une loi de finances, on change complètement le dispositif. Exemple, on a lancé les OPCI. Ah oui. Le ministre avait annoncé comme objectif 200 millions 200 milliards oui, d'actifs. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint cet objectif. Ben, on décide de balayer l'abattement de 60%. Alors, est-ce qu'on a pensé aux investisseurs? Bon, maintenant, dans la rectification, on a rectifié un peu le tir, on est passé à 40%. Mais bon, ça veut dire que le gouvernement est dans le dialogue et c'est pour ça qu'il faut faire la pression qu'il faut. Vous regardiez les avocats parce qu'ils ont jusque-là mis beaucoup de pression. Bon, après, il y a plusieurs raisons aussi derrière cela. Il n'y a pas que cette raison fiscale. Vous vouliez rebondir tout à l'heure, Mohamedi Yacoubi. Oui, je voulais rebondir par rapport à ce point important que vous aviez soulevé, qui est celui de l'identification. Il s'agit globalement, en fait, quand on parle de profession libérale, il s'agit en fait de contribuables qui se comportent correctement. Maintenant, le problème d'identification dont vous parlez, c'est que, en fait, c'est très simple. Toutes les professions libérales ont des structures ordinales, ont des ordres, et ils disposent de tableaux professionnels. Et les ordres en question travaillent sous l'égide ou la supervision de ministères de tutelle. L'administration n'a qu'à contacter les ministères de tutelle pour avoir les tableaux professionnels de tout le monde, des notaires, des experts comptables, des comptables agréés, des géomètres, etc. Donc, utiliser le système de la retenue à la source pour identifier davantage de professionnels, je ne pense pas que c'est Comment c'est applicable bon outil. Concrètement, admettons, si ce PLF passe sous sa mouture actuelle. Comment cela se passera-t-il quand on parle de la retenue à la source? Qui doit déclarer d'abord? Est-ce que c'est le client? Par exemple, moi, je m'adresse à la retenue à la source, ça veut dire un comptable agréé. Ça veut dire l'entreprise, le prestataire de service, il va facturer par exemple 100 dirhams hors taxe, oui, qui revient à 120 dirhams TTC. Oui. Sur les 120 dirhams TTC, il y a 20 dirhams de TVA, 20%. Ensuite, le client prélève à la source encore 20%, ça fait 40 dirhams.
Et voilà un petit peu. Et ce que va encaisser à ce moment-là le prestataire, c'est uniquement 80. Okay. Donc vous voyez un petit peu, c'est un prélèvement global d'à peu près 40%. Et sachant que la ponction de 20% a été opérée sur le chiffre d'affaires. Et le prestataire en question doit payer aussi le personnel, ses différentes charges, le loyer, l'eau, l'électricité, c'est payé à travers le client. C'est payé à travers le client. Qui va vous soumettre une facture. Alors facture. que ça devrait être l'inverse normalement. Les collecteurs devraient être les entreprises. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est comme dans le système des salaires, comme les banques par exemple. C'est qu'on a moins de banques que d'usagers. Et à ce moment-là, c'est à la banque qu'on demande de collecter l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers. Pour les salaires, c'est parce qu'on a moins d'entreprises que la population des salariés. Et on demande aux entreprises de collecter l'argent à travers la RAS. Ce système risque d'être compliqué aussi bien pour les entreprises que pour l'administration. Est-ce que l'administration, justement, l'administration fiscale, est-ce qu'elle est outillée pour faire ça? On est en train de fouler un terrain qui est inconnu pour les deux, aussi bien pour l'administration que pour... et effectivement, on peut avoir un retour de manivelle au niveau des complications que l'on peut avoir. C'est une charge de travail qui est importante, c'est une tenue de comptabilité, une organisation, je dirais, comptable qui est différente pour aussi bien, je dirais, la tenue classique que celle de ces différentes retenues à la source. Et sachez que la prestation dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure, imaginez qu'elle n'a pas été réglée intégralement. Moi, je clôture mon bilan, j'ai une créance acquise, je paye l'IS sur ma créance acquise, ou bien l'IR, je paye l'IS. Et ensuite, en fait, lorsque je vais être réglé, encore une fois, il va y avoir une RAS qui est opérée. Et c'est ce qui fait double emploi, encore une fois. Et je vais devoir attendre le bilan suivant avant de demander restitution. Et avec l'expérience aussi en matière de restitution, donc ça peut durer plusieurs mois. Et si l'administration devrait gérer, en plus des restitutions de TVA et autres impôts liés des fois à des réclamations, etc., ça va être assez compliqué. Et c'est pour ça qu'effectivement, on est en train de fouler un terrain qui est inconnu. Je rappelle aussi qu'il y a eu des amendements votés aujourd'hui même, en fait, par rapport même à cette retenue à la source dont je parle. Donc pour les personnes physiques, il a été décidé de baisser un petit peu le taux de 20 à 15%. Et pour les prestataires de services qui exercent sous forme de personnes morales, c'est le cas de la profession comptable, puisque les comptables agréés experts comptables, à 90%, ils sont sous la forme de personnes morales. À ce moment-là, donc, on est passé de 20 à 10. Donc, c'est une baisse de 10%. Vous êtes satisfait par ça, par ces amendements? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Non, je pense que c'est le principe même qui doit être qui remis en cause. Moi, je pense qu'il faudrait abandonner la mesure. Est-ce que vous dites ça dans le sens où si on adopte un peu ce procédé, ça veut dire que si on est taxé dans ce PLF à hauteur de 10%, rien n'empêche le gouvernement, dans le prochain PLF, à porter ce taux de 10 à 30%, parce que c'est un procédé qui est déjà appliqué, quoi. Oui, exactement. C'est ce que vous craignez. Le mieux, c'est d'essayer de l'abandonner carrément. Encore une fois, je rappelle... C'est la retenue à la source qui se pose problème et non le taux. Oui, c'est la retenue, c'est le principe de la retenue. C'est ce changement de paradigme même qui pose problème. Vous êtes en face d'une population qui est soumise à la comptabilité. Ce sont des entreprises qui sont soumises à la comptabilité, qui adhèrent au système déclaratif. Et partout dans le monde, si vous faites un benchmark, partout dans le monde, je dirais le système de la retenue à la source ne s'adresse pas à des gens qui sont soumis à la comptabilité. Il s'adresse à des particuliers, ou bien aux revenus de capitaux mobiliers, ou bien des fois à des contribuables non résidents. C'est ce que vous expliquiez au début. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça existe nulle part ailleurs. On est les premiers dans le monde à appliquer ça. Mohamed Yacoubi, non, vraiment. Oui. On est les seuls dans le monde. Non, pas les seuls dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup, franchement. Il n'y en a pas beaucoup. Partout dans le monde, c'est utilisé dans les trois usages que je viens d'expliquer. Pas pour les professions libérales. D'autant plus que vous allez certainement, comme ça a été soulevé, vers peut-être, je dirais, un effet inverse, celui de développer l'incivisme, un retour vers plus d'informel, sans parler aussi que vous allez créer un problème de trésorerie, puisque les gens doivent attendre la fin de l'année pour faire leur demande de restitution. Et dans la plupart des cas, ce sont des TPE qui certainement payeront plus, parce qu'en fait, en général, quand vous regardez un petit peu, la data, elle est disponible au niveau de l'administration. Les gens peut-être payent en impôt sur le bénéfice quelque chose comme entre peut-être 5, 8%, peut-être 10% du résultat. Et non pas ces taux-là. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans pratiquement 90% de cas dans des demandes de restitution. Et c'est ce qui fait que
que ça pose vraiment problème. Maître- Sans parler aussi que les personnes morales aussi versent aussi des acomptes provisionnels d'IS. C'est aussi un double emploi par rapport aussi à ce point-là. C'est ce que vous appelez le prêt forcé? Non, c'est pas ça. Non, ça veut dire que l'IS lui-même, il est versé à l'avance. L'IS, Votre IS, vous le versez en 4 acomptes. C'est pas la même année fiscale déjà. Non, l'IS n'est pas prélevé à la fin. Il est payé par à coup durant toute l'année parce que nous sommes assujettis à une déclaration de chiffre d'affaires potentiel. Donc nous payons à chaque fois 25% à chaque trimestre sur un chiffre d'affaires probable mais non acquis. Sur la base de nos contrats. De l'année précédente. Sur la base de nos contrats déclarés, etc. Mais le problème de ce paiement par anticipation de l'IS pose le problème justement du recouvrement de nos honoraires auprès des clients. Parce que souvent, ces honoraires, soit ils ont des problèmes, soit ils ne payent pas, soit il y a même des projets qui sont abandonnés en cours de route, mais n'empêche que nous avons payé par anticipation sur un chiffre d'affaires que nous n'avons pas réalisé, que nous n'allons pas réaliser. Donc, il y a vraiment un problème même de révision du cadre fiscal global de tout ça. Et c'est ce que nous voulions ouvrir comme débat avec l'administration fiscale, nous, en tant que conseil de l'ordre des architectes, vu la situation vraiment de notre profession. Aujourd'hui, on est surpris par cette nouvelle disposition. Donc, on ne sait pas franchement où est-ce qu'on va aller. Nous demandons franchement l'abandon total, simple et définitif de cette disposition de prélèvement à la source de 20%. Nous demandons à ce qu'elle soit tout bonnement abandonnée pour qu'on reste dans un système où on se relève petit à petit, encore une fois, de 2 années de Covid, etc. D'accord. Attendez, parce qu'il nous reste peu de temps et beaucoup de questions encore. Alors, admettons, encore une fois, on est dans les scénarios. Admettons si, effectivement, on n'entend pas toutes ces doléances, on ne les écoute pas et on applique quand même ces dispositions fiscales, notamment la retenue à la source. Quel recours en justice, Maître Benjeloun? Vous êtes le juriste de la table. Donc, est-ce qu'on peut contester cela? Si oui, comment? Très bien. Alors, déjà, on outrepasse tous les amalgames d'un point de vue de définition, d'un point de vue théorique. J'ouvrirai une petite parenthèse par rapport à la question de l'applicabilité de ce que vous avez demandé. Par rapport aux avocats, on a un grand problème par rapport au recouvrement rapport au recouvrement de ce fameux impôt. Pourquoi? Parce que les 310 dirhams prévus par le PLF vont être payés où ça? Chez le secrétaire greffier en chef. Le problème, c'est que le secrétaire greffier en chef n'a pas les qualités de recouvrir un impôt, selon la loi relevant de la créance publique. Donc comment on va faire? Et ça, le gouvernement ne l'explique pas, ce qui dénote encore une fois d'une méconnaissance de la situation, avec tout le respect que je dois à la technostructure fiscale de notre pays. Bon, pour répondre à votre question, là aujourd'hui, il y a eu des amendements. Bien sûr que les avocats refusent parce que, tout simplement, nous rejetons la philosophie de cette histoire de prélever à la source une richesse qui n'existe pas. Alors juste, parce que vous parlez de ces amendements, pour que je rappelle à nos téléspectateurs qui ont été acceptés, c'est la suppression de l'article relatif à la révision du régime fiscal imposé aux avocats et le paiement de l'avance de l'impôt sur chaque étape de la procédure judiciaire. Donc vous pouvez, vous, avocat, avoir la possibilité de choisir le mode de paiement des avances sur compte de l'impôt sur le revenu. Effectivement, il y a un choix en déclaration semestrielle ou bien un prélèvement à la source et avec une abrogation sur les degrés de juridiction. Ça veut dire qu'on paye une fois et donc les degrés de juridiction, non. Mais cela revient au même. Ce n'est pas une réforme, c'est un redéploiement. C'est une prestidigitation pour employer un langage de cirque. Donc là, éventuellement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une première lecture au Parlement. Ça va être renvoyé à la seconde chambre pour éventuellement révision. C'est pour ça que les avocats ne comptent pas baisser les bras par rapport à la pression, mais éventuellement le dialogue institutionnel entre la BAM et le pouvoir exécutif. Une fois que la seconde chambre fera une lecture, le projet de loi reviendra en seconde lecture au Parlement. Entre tout ce jeu d'ascenseur entre la première et la seconde chambre, il y a la prérogative constitutionnelle où le gouvernement, d'où justement notre réunion mardi, le gouvernement peut bien sûr retirer des dispositions de ce PLF. Cela, bien sûr, fait partie de ses prérogatives constitutionnelles. S'il ne la retire pas, quel recours?
S'il ne la retire pas, bien évidemment, il y a plusieurs recours. D'abord, cela va être un défi par rapport à la situation économique et par rapport aux professions libérales qui sont effectivement, le confrère Maître Bargash a bien mis le doigt sur la question justement de la stabilité constitutionnelle. Historiquement, lorsque les États sont menacés de chaos, ce sont les instances ordinales des avocats qui assurent la continuité de l'État. Et ça, ce gouvernement, je n'ai pas l'impression qu'il le met en arrière-plan de ses différents projets parce qu'il a une lecture et une logique du bénéfice. Et dans pourtant, il y a un avocat dans ce gouvernement. Il y en a deux. C'est un avocat qui est à la tête du ministère de la Justice. Il y en a deux. J'ai mon ami Abdel Fouhebi, avec toute l'amitié que je lui dois, mais qui malheureusement s'est inscrit en opposition par rapport à ses écuries initiales que sont les avocats. Et nous avons un confrère avocat stagiaire qui porte la bonne parole de ce gouvernement. Bon. Après, les ressources humaines, cela ne me regarde pas, c'est un choix politique du gouvernement. Mais je reviens aux différents recours. Bien sûr, nous sommes dans une loi. Il y a les courroies de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, contrairement à la Tunisie ou à la France, les ordres d'avocats ne sont pas constitutionnalisés. Dans le cadre de notre militantisme professionnel, ou l'Égypte, ou la Palestine, nous avons demandé à ce que la profession d'avocat soit constitutionnalisée pour que d'abord il y ait un équilibre entre les différentes ailes de la justice pour qu'on puisse être égaux et justement pour qu'on ait l'escalité de l'arbitrage royal. Aujourd'hui, nous pouvons évidemment saisir les différentes dispositions constitutionnelles par rapport à nos droits pétitionnaires. Nous sommes 17 000, ça peut le faire. Mais éventuellement, on pourrait, si nous étions constitutionnalisés, donc un corps constitutionnel, nous aurions pu avoir l'arbitrage royal. Cela fait partie de vos recommandations et de ce que vous demandez au gouvernement. Il n'y a pas que ce PLF. Depuis 1962, où l'Association des barreaux des avocats du Maroc est en place et qui a d'abord pour mission la coordination entre le barreau, mais aussi porte en elle une mission droit de l'homiste principalement, eh bien, demande à ce que les ordres des avocats, à ce que la profession d'avocat soit constitutionnalisée. Maître Bargash, vous voulez rajouter quelque chose tout à l'heure ? Je vous ai vu lever la main. En fait, je souhaiterais rebondir par rapport à ce que vient de dire mon ami Boufous et ce que vient de dire également Maître Benjeloun. C'est vrai qu'il y a des recours légaux, mais il y a plus efficace encore. C'est le lobbying. Je pense que le temps il est venu pour se mobiliser en tant que profession libérale de manière à constituer un bloc contre ce tsunami qui arrive et qu'il va falloir contrer. Et je pense que nous avons suffisamment de potentiel, de force, d'intelligence et d'énergie pour exprimer notre voix. Ceci d'une part. D'autre part, par rapport à l'observation que venait de faire Sir Rachid Boufous, c'est que ce que nous ne comprenons pas, nous, en tant que notaires, c'est qu'il y a quelques années, nous avons mis à la disposition de l'État, de la Direction générale des impôts, une plateforme qu'on a appelée Tawsiq. Et en fait, cette plateforme permet aujourd'hui à tous les notaires, d'abord qu'ils s'identifient, parce qu'on ne peut pas enregistrer aujourd'hui un acte notarié s'il ne passe pas à travers cette plateforme. Donc tout le monde est identifié. Aucun notaire aujourd'hui ne peut pas enregistrer un acte s'il n'est pas identifié. De un. De deux, c'est que nous, à la fin de l'année, notre fiscalité est connue, c'est facile, à travers ce système. Il suffit, vous mettez Maître Bargash, on sort les actes. Malheureusement, nous avons toujours plaidé, mais c'est le Conseil de la concurrence qui ne nous a pas, malheureusement, n'a pas entendu notre voix. La loi 3209 parle d'un tarif qui doit être fixé par texte réglementaire. Ça, c'est la particularité du Maroc. On fait toujours suspendre l'applicabilité de certains textes par rapport à des décrets qui ne sortent pas, et surtout quand ils intéressent la profession. Ça, c'est malheureux. Tous les textes réglementaires intéressant l'État ont été adoptés, sauf le nôtre et celui de l'Institut de formation. Donc, nous, a priori, il y a une transparence totale. Nous n'avons pas besoin vraiment aujourd'hui d'aller vers des systèmes de retenue à la source. Nous considérons que la déclaration que fait un notaire est une déclaration souveraine et qui exprime le chiffre d'affaires et les moyens de contrôle, ils les ont. Il n'y a aucun souci. Donc, mais s'il n'y a aucun souci, alors pourquoi la retenue à la source dérange autant ?
Il nous dérange parce qu'il y a des principes, il y a des valeurs, il y a une philosophie. Aujourd'hui, soit qu'on va opter, qu'on va nous voir en tant que de bons citoyens, en tant qu'entreprise, je dirais, citoyenne, honnête, et donc ils vont croire à nos déclarations, ou on va nous voir autrement. Il y a la confiance, en fait, qui autrement. Qui est bornée. Si on nous voit autrement, et je ne voudrais pas mettre de qualificatif pour ne pas déranger personne, voilà. Où on en est, vous pouvez. Hein. D'accord. Donc, si on est des voyous, effectivement, il va falloir mettre en place des dispositifs qui permettent, d'un point de vue trésorerie, d'avoir le cash le plus rapidement possible. Et deuxièmement, ne pas faire confiance. Or, aujourd'hui, les hommes et les femmes qui constituent les professions libérales, ce sont des gens de bonne famille. Moi, j'ai toujours dit que dans une maison propre, la maison propre, ce n'est pas celle où on ne peut pas compter le nombre de mouches. La maison propre, c'est la maison où on peut compter le nombre de mouches. Voilà. S'il y a quelques-uns aujourd'hui qui ne suivent pas la ligne, ce n'est pas pour autant que nous allons mettre tout le monde dans un... Et ça, malheureusement, on est un peu... parce qu'il y a un double... Nous nous considérons en tant que relais de confiance, et donc on a une mission et on l'exécute en âme et conscience. Mais de l'autre côté, par rapport à certains discours, on est un peu perplexe. Voilà, donc qu'on se fixe une fois pour toutes. Très bien. Rachid Boufouz, qu'on se fixe une fois pour toutes. Un dernier tour de table. Je voudrais qu'on termine peut-être sur... qu'on sorte un peu de ce cocon fiscal et qu'on parle de manière générale de l'organisation de ces professions libérales, parce qu'on remarque que parfois elles sont pointées du doigt par rapport à certaines pratiques un peu frauduleuses. Et aujourd'hui, ce débat-là, j'ai l'impression, on appelle à l'union entre toutes les professions libérales. On appelle, c'est un sujet qui est dans le pipe depuis quelques années, la refonte de la loi régissant la profession d'avocat, par exemple. Donc en fait, finalement, ça a mis un peu de fuel dans la machine pour que qu'on puisse aujourd'hui moderniser ce cadre des professions libérales. Bien sûr, et cette modernisation des professions libérales a été demandée par les professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire la Constitution, nous avons milité dans les années 80 pour que les architectes soient considérés par l'État comme de véritables auxiliaires. Nous avons obtenu, grâce à Sa Majesté Hassan, de la Constitution de notre profession en ordre. Donc on est devenu une profession structurée, une profession qui est sincère dans tout ce qu'elle est, dans tous ses actes, d'autant plus que tous les différents gouvernements nous considèrent comme leurs propres auxiliaires, au même titre que d'autres professions. Donc et nous avons aussi accepté que de nouvelles dispositions qui permettent de moderniser le métier de l'immobilier, le métier de la construction, l'acte de bâtir au Maroc à travers, par exemple, la plateforme Rokhas, qui est une véritable avancée pour le Maroc. Et nous y avons souscrit. Cette plateforme n'a été possible que par l'adhésion de l'ensemble de notre profession, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que vous ne pouvez autoriser aucun projet au Maroc sans la signature d'un architecte. Nous avons des clés cryptées, etc. Donc il y a une traçabilité et nous sommes dans l'obligation, quand on autorise, de déposer un contrat d'architecte qui est visé par notre ordre régional et un cahier des chantiers. Donc nous sommes vraiment dans la transparence, dans la traçabilité et donc nous remplissons entièrement notre rôle parfaitement d'auxiliaire de l'État. Aujourd'hui, l'État change de cheval de bataille et nous attaque ainsi. C'est une question de principe, comme il a dit Sibargash, mais c'est aussi une question de pénalisation de notre outil de travail. Parce que comment aujourd'hui on peut nous demander d'investir, d'embaucher, de faire de la prestation de services si aujourd'hui nous sommes pénalisés sur le chiffre d'affaires et non sur le résultat. Ça pose un véritable problème. Pour nous, ça pose un problème pour les autres professions libérales. Vous avez parlé tout à l'heure de saisine possible et imaginable. Aujourd'hui, nous avons la seule possibilité, c'est qu'au niveau de la Chambre des conseillers, que ces dispositions du loi de finances soient rétoquées. Sinon,
il y aura une saisine de la constitutionnalité de cette loi de finances à travers les 40 personnes, etc., députés qui pourraient saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi 86-15, ce qui est pratiquement impossible. Si aujourd'hui, effectivement, le gouvernement s'entête à aller et adopter, comme il a fait avec la première chambre, au cours de la discussion, la première chambre, je vous dis que le seul recours que nous avons aujourd'hui, c'est de demander, dans le cadre de l'article 42 de la Constitution, l'arbitrage de Sa Majesté le Roi, qui est le garant des libertés, parce qu'encore une fois, ces dispositions de la loi de finances, elles touchent aux libertés de commerce, elles touchent aux libertés d'exercer les professions, donc de ces professions qui sont organisées. Et nous, sincèrement, nous demandons cet arbitrage royal parce que nous ne voulons pas aller à l'affrontement avec le gouvernement, nous ne voulons pas sortir dans la rue, nous avons d'autres choses à faire, nous avons surtout une mission importante, c'est de construire cette nouvelle nation dans le cadre du nouveau modèle de développement et nous n'avons pas de temps à perdre, à courir derrière Mme Fattah. J'aimerais bien que Si Aziz Akhnouch soit conscient de ce qu'il fait et qu'il nous écoute pour une fois. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, vraiment, en un mot, dernier tour de table. Maître Bargache. Alors, moi, c'est un petit message, rapidement. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui suit les lois de finances depuis 30 ans. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que parfois, on va sortir une mesure qui va faire un tollé, comme aujourd'hui. Et qui va mobiliser l'opinion, alors qu'il y a d'autres mesures beaucoup plus importantes et qui apportent beaucoup plus, qu'on glisse et qu'on ne voit pas. Donc ce genre de tactique, à mon avis, il faut faire très attention à cela. Très bien. Mohamed Yacoubi, moi, je dirais qu'il faut, quelques mots. Moi, je dirais que ces professions libérales sont très importantes de par leur rôle au niveau de l'économie. Le gouvernement, les ministères concernés doivent les aider plutôt à se moderniser. Nous sommes tous concernés. Ces professions libérales doivent travailler sur, je dirais, l'implémentation de leurs textes de fonctionnement. Je parle des règlements intérieurs, des codes de règlement professionnel. Vraiment navré, mais le temps de l'émission est malheureusement écoulé. Merci beaucoup, Maître Benjeloun. Je vous en prie. Merci, Mohamed Yacoubi. Merci, Maître Bargache. Merci, Rachid Boufous. Merci aussi à nos téléspectateurs pour leur fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.